Deux chiffres se heurtent, l'équilibre déjà fragile craque. D'un côté, 5 milliards paraissent circuler comme une force muette, de l'autre, une vigilance patiente, sans spectacle, assemble des micro-signaux, flux comparés, écarts qui cessent d'être normaux, numéros étrangers récurrents, listes et contacts qui reviennent, horaires qui se superposent, et une valise qui fait basculer l'incident vers une architecture de pression, prête à exploiter la moindre faille institutionnelle, sans qu'aucun élément, pris seul, ne suffise à conclure. Que change pour vous la résistance d'Ibrahim Traoré face à cela? Un pays tient, puis apprend, puis encaisse. L'enquête avance avec une promesse claire, expliquer des mécanismes avant de nourrir des récits. Pour mieux suivre, on peut repérer les signaux faibles et lire une chronologie sans bruit. Le risque est double et doit rester visible tout du long. D'abord confondre un incident discret avec une rupture spectaculaire. Ensuite, ignorer la logique d'accumulation qui transforme des micro-écarts en architecture de pression. Dans cette approche, aucun chiffre n'est brandi comme verdict, aucune liste n'est traitée comme preuve totale, et aucune interpellation n'est présentée comme un climax en soi. Ce qui compte, c'est la méthode. Comparer des flux, replacer des variations dans une fenêtre temporelle plus large, distinguer fluctuations ordinaires et dérives persistantes, puis décider quand un soupçon devient exploitable sans basculer dans l'accusation. Un micro-détail guidera la lecture comme fil rouge, la manière dont des seuils, des contacts et des écarts deviennent des points de décision. Reste une dette de curiosité simple. À quel moment précis l'anomalie cesse d'être du bruit? Un chiffre précis déplace l'analyse. 17% d'écart détecté lors d'une vérification de routine. Ce n'est pas une alerte spectaculaire, mais suffisant pour faire glisser la lecture d'une anomalie ponctuelle vers l'hypothèse d'un schéma récurrent, et pour élargir immédiatement la fenêtre temporelle des comparaisons. À partir de là, l'affaire cesse d'être un contrôle technique isolé. Elle devient un travail méthodique de compréhension structurelle fondé sur des séries, des deltas et des rapprochements prudents. Ce déplacement est essentiel pour comprendre le contexte entourant Ibrahim Traoré. Les éléments disponibles décrivent un environnement déjà sous tension, où chaque variation chiffrée change de sens selon qu'elle s'inscrit dans une série courte ou dans une chronologie étendue. L'écart de 17% agit comme révélateur. Il oblige à neutraliser les effets saisonniers, à comparer des périodes équivalentes et à tester la persistance de la dérive avant toute interprétation. Rien ne prouve une intention, tout justifie une vigilance accrue. Le cadre institutionnel décrit repose sur des mécanismes graduels. Les flux sont observés, classés, puis replacés dans des tableaux comparatifs pour identifier des tendances plutôt que des coupables. Dans ce contexte, un individu étranger circulant entre sites civils et militaires sans justification administrative claire apparaît d'abord comme une curiosité. Pris isolément, son comportement ne suffit pas à alerter. Mis en regard des variations détectées, il devient un point d'attention. La mini-révélation n'est donc pas l'existence d'une tentative de corruption, mais la convergence de signaux faibles. Documents évoquant des transferts, numéros étrangers récurrents, déplacements atypiques, aucun élément ne conclut seul. Leur assemblage, en revanche, dessine une architecture de pression cohérente suffisante pour justifier une enquête interne élargie. C'est ici que la résistance associée à Ibrahim Traoré prend une dimension fonctionnelle. Non un discours, mais la continuité d'un dispositif qui refuse de traiter l'incident comme un accident isolé. Un exemple concret aide à voir le mécanisme. Un contrôle de trajet révèle des horaires qui se superposent sur plusieurs jours. Un croisement ultérieur montre des contacts récurrents. La série enfin stabilise l'hypothèse. La question ouverte du début trouve un premier éclairage. Ce qui est testé, ce n'est pas un homme, mais la capacité d'un système à relier des écarts techniques à une lecture stratégique plus large.
Le rôle du petit groupe d'officiers chargés du suivi devient central pour comprendre les premières inflexions de l'affaire. Leur fonction n'est ni politique ni interprétative. Elle est méthodique, observer, consigner, rapprocher. Ils opèrent comme un relais opérationnel entre des données brutes et une lecture structurée, montrant comment une vigilance discrète peut produire des effets concrets sans exposition publique ni accélération inutile. Leur travail commence par des gestes simples et répétables. Les déplacements sont notés, les contacts recensés, les horaires comparés, puis replacés dans des séries. Les outils restent classiques: consignation des trajets, vérification croisée, collecte matérielle limitée et autorisée. Rien, à ce stade, ne justifie une action visible. Pourtant, l'accumulation crée un premier effet mesurable. Des observations dispersées deviennent des points de discussion pour la chaîne hiérarchique. Ce passage, souvent invisible, marque un seuil décisif. Les faits cessent d'être anecdotiques pour devenir exploitables. Un second effet apparaît dans la coordination interne. Les unités concernées harmonisent leur lecture afin d'éviter des interprétations divergentes. Les écarts détectés dans les flux sont replacés dans une chronologie plus longue. Les comportements atypiques sont comparés à des situations antérieures. Cette mise en perspective réduit le risque de surinterprétation tout en renforçant la cohérence de l'analyse, sans ajouter de faits ni d'hypothèses. Enfin, un impact plus discret s'impose. Le temps devient un outil. Plutôt que de précipiter une interpellation, les équipes adoptent une posture d'attente active. Elles testent la constance des comportements, évaluent la stabilité des signaux et élargissent le champ d'analyse sans exposer le dispositif. À ce stade, l'incident reste contenu, mais la posture de sécurité a changé. Une idée s'en dégage. Une vigilance patiente peut infléchir un système sans provoquer de rupture. Avant l'activation, la situation paraît presque banale. Un visiteur étranger circule entre des sites civils et militaires, sans motif administratif clairement identifié, mais sans infraction visible non plus. Les allers-retours sont consignés, les contacts notés, puis rangés parmi d'autres observations similaires. Dans cette phase initiale, rien n'impose une lecture alarmiste. L'incident reste classée comme une anomalie faible, tolérable, tant qu'elle ne s'inscrit pas dans une répétition mesurable. Ibrahim Traoré n'apparaît alors que comme un repère lointain, mentionné dans des documents comme un point de sensibilité potentiel, sans rôle opérationnel direct. L'activation survient lorsque les éléments commencent à se répondre. Des déplacements observés coïncident avec des références à des transferts évoqués dans des documents saisis par ailleurs. Des numéros étrangers apparaissent de façon récurrente. Les horaires se superposent sur plusieurs jours. Pris séparément, chaque signal demeure insuffisant. Ensemble, ils produisent une cohérence qui modifie la posture analytique. Les unités cessent de regarder l'événement comme un fait isolé et commencent à l'inscrire dans une logique cumulative. Le seuil n'est pas spectaculaire, mais il est décisif. L'observation devient enquête, et la patience se transforme en stratégie. La montée en intensité est progressive et contrôlée. Les officiers chargés du suivi simulent un intérêt mesuré pour les propositions du visiteur étranger. Il ne s'agit pas de piéger, mais de comprendre. Les échanges sont laissés se dérouler afin d'identifier les relais, la constance du discours et l'étendue potentielle des contacts. Cette phase d'attente active transforme le temps en ressource. Chaque interaction ajoute une couche d'information. Chaque répétition renforce ou affaiblit les hypothèses en cours. La référence à Ibrahim Traoré reste en arrière-plan, non comme une cible immédiate, mais comme un centre de gravité autour duquel les pressions observées cherchent à s'organiser. Le climax arrive avec la préparation de la rencontre du 8 novembre. À ce stade, l'objectif est clairement défini: recueillir suffisamment d'éléments matériels pour autoriser une interpellation sans confrontation. La décision n'est pas prise dans l'urgence.
Elle résulte d'une accumulation de validations internes, de vérifications croisées et d'une lecture partagée des risques. Lorsque l'interpellation a lieu, elle se déroule sans incident. Pas de fuite, pas de résistance. Les supports sont saisis, une valise, des enregistrements, des listes de contacts. Le point culminant n'est pas l'arrestation elle-même, mais le passage d'un suivi comportemental à une exploitation documentaire systématique. Les retombées commencent aussitôt. Les services compétents analysent les supports, croisent les données et identifient des connexions avec plusieurs pays voisins ainsi qu'avec certaines structures européennes. Aucun élément ne permet de conclure définitivement. En revanche, le périmètre de l'affaire s'élargit. Ce qui était une séquence discrète devient un mécanisme nécessitant une lecture à moyen terme. L'incident ne se referme pas, il se transforme. La dynamique est claire, activation par convergence de signaux, montée par accumulation contrôlée, retombée par reconfiguration analytique. Elle éclaire la manière dont une vigilance institutionnelle peut neutraliser une tentative sans la dramatiser, tout en renforçant ses propres capacités de lecture dans un contexte où la résistance associée à Ibrahim Traoré s'inscrit dans la continuité des procédures plutôt que dans l'affrontement visible. La lecture quantitative marque un tournant méthodologique. L'objectif n'est plus seulement de décrire des comportements, mais de mesurer des variations par rapport à une ligne de référence considérée comme stable. La logique est simple. Partir d'un fonctionnement normal, puis observer comment chaque écart, même limité, modifie l'ensemble du système. Cette approche évite deux pièges opposés. D'un côté, surestimer un chiffre isolé en lui prêtant une causalité qu'il n'a pas. De l'autre, ignorer une dérive cohérente sous prétexte qu'elle reste modeste. Ici, les nombres ne concluent pas. Ils orientent le regard. Un premier repère apparaît, un écart de 17% dans les flux internes. Pris seul, ce delta pourrait relever d'une fluctuation conjoncturelle. Replacé dans une série plus longue, il devient un signal. La variation rompt la continuité attendue et impose une comparaison de périodes équivalentes, en neutralisant les effets saisonniers. Le chiffre n'indique ni cause ni intention. Il justifie un changement de postures analytiques. L'incident ne peut plus être traité comme un bruit statistique. En une phrase, la base était stable, le delta persiste. Donc, l'observation s'élargit. Un deuxième repère se dessine, une hausse de 28% des dépenses de sécurité sur un an. Cette progression ne signale pas une militarisation soudaine. Elle correspond à des extensions logistiques, des formations supplémentaires et une consolidation des outils de surveillance. L'intérêt de ce chiffre tient à son effet structurel. Un système mieux doté détecte plus tôt, documente plus finement et relie plus facilement des signaux dispersés. La relation n'est pas causale, mais contextuelle. La capacité d'observation explique la profondeur de l'analyse, sans en déterminer le résultat. Un troisième repère s'impose, une baisse de 45% des aides conditionnées extérieures depuis fin 2023. Ce delta inverse modifie l'environnement de contrainte. La contraction des apports dépendant de mécanismes externes réduit certaines marges de manœuvre, mais renforce aussi l'importance des circuits internes. Dans cette configuration, la résilience institutionnelle repose davantage sur la cohérence des procédures que sur des soutiens exogènes. Ce chiffre éclaire une vulnérabilité potentielle. Lorsque les ressources extérieures se réduisent, les tentatives de pression cherchent plus facilement à exploiter des failles locales. Pris ensemble, ces trois deltas ne racontent pas l'affaire, ils en dessinent le terrain. L'écart de 17% agit comme déclencheur analytique. La hausse de 28% explique la capacité de réponse. La baisse de 45% contextualise les tensions de fond. Aucun de ces chiffres ne prouve une intention. Leur combinaison, en revanche,
justifie une lecture prudente mais élargie. La baseline indique ce qui était attendu. Les deltas montrent tout regarder. C'est dans cet espace que la référence à Ibrahim Traoré prend un sens particulier. Elle ne renvoie pas à une action chiffrable, mais à une position dans le système. Les pressions évoquées s'inscrivent dans un moment où les équilibres économiques, sécuritaires et financiers se redéfinissent simultanément. La résistance observée n'est pas une réaction ponctuelle. Elle correspond à la capacité d'un dispositif à absorber des variations sans rompre sa cohérence. L'apport principal de la preuve quantitative est donc méthodologique. Elle balise le raisonnement, indique quand élargir l'analyse et pourquoi certaines anomalies méritent d'être suivies dans la durée. Les chiffres ne concluent pas. Il cadre. Sur cette base limitée mais structurante, la suite du raisonnement peut avancer sans basculer dans l'interprétation. Deux lectures techniques, toutes deux cohérentes dans leur logique interne, structurent l'analyse des effets observés. La première met l'accent sur la dépendance structurelle. Selon cette thèse, des systèmes exposés à des contraintes logistiques et financières ont historiquement besoin d'appui extérieur pour stabiliser leur chaîne critique. Dans ce cadre, la baisse de 45% des aides conditionnées est interprétée comme un facteur de tension durable. Elle pourrait fragiliser la continuité de certains services, rallonger les délais d'accès à des équipements spécialisés et accroître la sensibilité aux perturbations. L'argument est robuste sur le plan fonctionnel. Lorsque les apports se contractent, les coûts indirects s'accumulent et les marges d'erreur se réduisent. La seconde lecture adopte l'angle de l'autonomie institutionnelle. Elle considère que la contraction des soutiens extérieurs peut coexister avec une réorientation interne des ressources. La hausse des dépenses de sécurité est alors lue comme un indicateur de capacité d'absorption. Cette approche ne suppose pas une intention politique, elle constate une transformation mesurable des circuits internes. Les systèmes gagnent en flexibilité lorsqu'ils internalisent des ajustements, même au prix de réorganisations temporaires. Dans cette logique, la vigilance accrue et la capacité à relier des signaux faibles sont des effets attendus d'un dispositif qui se reconfigure. Ces deux thèses ne s'annulent pas. Elles traitent les mêmes données avec des priorités différentes. La dépendance structurelle insiste sur les risques indirects et les délais cumulés. L'autonomie institutionnelle met en avant la plasticité organisationnelle et la redistribution interne. Les chiffres disponibles soutiennent partiellement les deux lectures. La hausse des capacités explique une réponse soutenue. La contraction des aides contextualise des contraintes persistantes. L'écart initial de 17% agit comme déclencheur commun qui oblige à regarder au-delà d'un incident isolé. La réponse la plus solide consiste à tenir les deux cadres ensemble. Aucune lecture ne peut être invalidée sur la base des éléments disponibles. En revanche, leur combinaison éclaire le terrain réel de l'affaire, un environnement où ajustements internes et contraintes externes interagissent. C'est dans cet espace que la référence à Ibrahim Traoré prend d'une valeur analytique. Elle ne tranche pas le débat, elle sert de repère pour observer comment des pressions cherchent des points d'appui lorsque les équilibres évoluent. L'intérêt du Stillman est méthodologique. En donnant à chaque thèse sa meilleure forme, il évite les conclusions hâtives et maintient l'analyse dans une zone vérifiable. La suite dépendra moins d'une interprétation que de la capacité à observer si ces mécanismes continueront ou non à produire des deltas observables dans la durée. Le point d'inflexion réel ne réside pas dans l'interpellation elle-même, mais dans ce qu'elle déclenche immédiatement après. Lorsque l'analyse bascule du suivi comportemental vers l'exploitation systématique des supports saisis, la nature de l'affaire change. Les déplacements, jusque-là centraux, cessent d'être la source principale d'information.
Ce sont désormais les correspondances, les listes de contacts et les corrélations de flux qui redessinent les hypothèses de travail en élargissant le périmètre sans ajouter de faits nouveaux. Cette transition modifie profondément la lecture du dossier. Les numéros associés à plusieurs pays voisins et à certaines structures européennes n'apportent pas de preuve en soi. En revanche, ils imposent un élargissement méthodique des vérifications. L'incident ne peut plus être contenu dans une logique individuelle. Il devient un cas d'école sur la manière dont des réseaux potentiels testent la perméabilité d'un système sans se rendre immédiatement visibles, en multipliant les points de contact plutôt qu'en cherchant un choc frontal. C'est à ce moment précis que la position d'Ibrahim Traoré s'éclaire autrement. Elle n'apparaît plus comme un élément périphérique, mais comme un repère fonctionnel autour duquel les pressions cherchent à s'organiser. La résistance évoquée ne prend pas la forme d'un affrontement direct. Elle se manifeste par la continuité des procédures, la rigueur analytique et le refus de conclure avant consolidation. Le récit quitte alors la question de l'incident pour poser une dette de curiosité nouvelle. Si l'enjeu n'est plus l'individu, mais la structure qu'il révèle, quelles conséquences concrètes ce changement de focale entraîne-t-il? Pour les administrations publiques, la première conséquence est procédurale. Les contrôles, auparavant périodiques, tendent à devenir continus. Les flux sont suivis plus finement, les seuils d'alerte sont réévalués et les chaînes de validation s'allongent afin de réduire les angles morts. Cette vigilance accrue améliore la détection des anomalies, mais elle génère aussi des frictions temporaires. Les délais de traitement augmentent, la charge analytique pèse davantage sur les équipes et la coordination interservices devient plus exigeante. Dans ce cadre, la référence à Ibrahim Traoré agit comme un point de sensibilité. Elle rappelle que certaines positions concentrent l'attention lorsque les équilibres institutionnels évoluent. Pour les entreprises et acteurs économiques, l'impact est indirect mais tangible. Les ajustements de surveillance et les vérifications supplémentaires modifient la fluidité des échanges. Les partenaires réévaluent leur dépendance logistique, anticipant des effets en cascade liés à des validations plus lentes ou à des exigences de conformité renforcées. Les coûts indirects peuvent croître non par rupture, mais par accumulation, délais supplémentaires, formalités accrues, arbitrage plus prudent. Les structures les mieux organisées absorbent ces contraintes. Les autres doivent s'adapter rapidement pour préserver la continuité de leurs opérations. Du côté des citoyens, les effets commerciaux se manifestent surtout par la perception. L'intensification de la coordination institutionnelle peut se traduire par des contrôles plus fréquents, des ajustements ponctuels de services ou des variations de prix liées à des délais logistiques. Ces changements restent diffus et rarement attribués à une cause précise. Pourtant, ils influencent la confiance et les routines quotidiennes. Les usagers ne perçoivent pas l'enquête elle-même, mais les ajustements qu'elle entraîne dans la gestion ordinaire, ce qui rend la compréhension globale plus lente et fragmentée. Pour les régions, enfin, l'exposition est territoriale. Les infrastructures locales absorbent les effets des procédures renforcées, qu'il s'agisse de circulation de l'information, de surveillance ou de coordination entre unités. Les flux régionaux peuvent connaître des décalages temporaires lorsque certaines opérations exigent une validation supplémentaire. La stabilité dépend alors de la capacité des centres décisionnels à contenir la propagation d'une perturbation initialement localisée. Là encore, la mention d'Ibrahim Traoré ne renvoie pas à une action individuelle mesurable, mais à une fonction dans l'équilibre général, servant de repère pour comprendre pourquoi certains ajustements techniques produisent des répercussions à plusieurs niveaux simultanément. Pris ensemble, ces effets montrent que l'incident n'agit pas comme un choc unique, mais comme un révélateur.
Il met en lumière la manière dont un système redistribue ses priorités lorsqu'une pression extérieure devient plus lisible. La dette de curiosité ouverte au milieu du récit trouve ici un premier paiement. Les conséquences sont concrètes, différenciées et durables, même sans rupture spectaculaire. La question reste alors ouverte. Jusqu'où ces ajustements peuvent-ils s'étendre avant de redessiner durablement les équilibres du quotidien? À partir des mécanismes observés, trois scénarios prospectifs peuvent être structurés sans anticiper d'orientation politique. Ils servent d'outils de préparation, non de prédiction, et s'appuient sur la stabilité des flux, la capacité de coordination et l'absorption des deltas déjà identifiés. L'intérêt de cet exercice tient à la clarté des conditions, pas à la certitude des résultats. Les paramètres actuels se maintiennent. La vigilance demeure élevée, les procédures restent consolidées et la coordination interservices s'installe dans la durée. Les écarts détectés continuent d'être suivis par des tableaux comparatifs élargis, sans rupture visible. Les ajustements internes absorbent la pression au prix de délais et de coûts organisationnels maîtrisés. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré conserve une valeur de repère analytique signalant des points de sensibilité sans provoquer de reconfiguration majeure. Les capacités gagnent en efficacité. Les retours d'expérience issus de l'exploitation documentaire améliorent la détection précoce et réduisent les angles morts. Les mécanismes de prévention deviennent plus réactifs, limitant la propagation des perturbations. Les acteurs économiques stabilisent leur chaîne logistique, ce qui allège les frictions indirectes. Si la coordination se renforce, alors la résilience progresse. Les fluctuations persistent et s'intensifient. Les pressions extérieures se diversifient, tandis que les ajustements internes prennent plus de temps à produire leurs effets. Les délais s'allongent, les coûts de conformité augmentent et les régions exposées ressentent davantage les effets secondaires. La continuité reste possible, mais sous tension méthodologique. Si les deltas s'accumulent sans correction, alors la pression augmente. Une recommandation de lecture s'impose. Considérez ces trajectoires comme des cadres conditionnels. Observer les leviers, coordination, lisibilité des flux, discipline analytique, permet de rendre chaque scénario plus ou moins probable, sans assigner d'intention ni figer l'avenir. Pour les jeunes actifs et ceux qui entrent sur le marché, l'effet principal tient à l'adaptation des normes. Des procédures plus lisibles mais plus exigeantes modifient les rythmes de décision, la circulation de l'information et la valeur accordée à la traçabilité. Les compétences attendues évoluent vers davantage de rigueur documentaire, de coordination inter-équipe et de lecture des signaux faibles. Rien n'est spectaculaire, mais la progression est cumulative. Comprendre ces ajustements aide à réduire l'incertitude et à anticiper les attentes, plutôt qu'à subir des délais perçus comme arbitraires. Pour les ménages et les communautés locales, l'impact est diffus et souvent indirect. Des délais administratifs légèrement plus longs, des contrôles plus visibles ou des variations de prix liées à des ajustements logistiques peuvent modifier des routines sans provoquer de rupture. La confiance repose alors sur la continuité des services essentiels et sur la capacité des dispositifs à absorber la pression sans perturber l'accès aux biens courants. Ici, l'information compte moins que la stabilité perçue. Savoir que les changements relèvent d'un réglage méthodique et non d'un choc atténue les effets d'anxiété. Pour les acteurs mobiles, la diaspora et les partenaires externes, la priorité est la fluidité. Les exigences de conformité et les variations dans les flux d'informations demandent une lecture fine des règles et une synchronisation de pratiques hétérogènes. Les ajustements temporaires exigent de la préparation, clarifier les interlocuteurs, anticiper les délais, documenter davantage. Deux gestes simples peuvent t'aider. Cartographier les points de validation clés et prévoir des marges de temps réalistes dans les échanges. Pris ensemble, ces profils montrent que
mais que l'impact se lie à des échelles différentes. Chacun perçoit des effets partiels, souvent sans lien direct avec l'incident initial. Situer sa propre expérience dans ce cadre plus large permet d'éviter la surinterprétation et d'agir avec méthode, même lorsque les signaux restent discrets. À ce stade, les éléments disponibles permettent de formuler une feuille de route méthodique centrée sur des actions reproductibles plutôt que sur des intentions supposées. L'objectif n'est pas de répondre à un incident précis, mais de stabiliser un système soumis à des pressions multiples et évolutives. Dans ce cadre, la référence à Ibrahim Traoré sert de point d'ancrage analytique. Certaines positions concentrent mécaniquement les tentatives de pression, ce qui impose une cohérence accrue des dispositifs internes. La première étape consiste à consolider et à la surveillance. Les unités techniques regroupent les flux observés dans des tableaux unifiés et définissent des seuils d'alerte à partir des deltas déjà identifiés. La performance ne se mesure pas au nombre d'interventions, mais à la réduction du temps de détection et à la stabilité des séries comparatives dans la durée. La deuxième étape porte sur l'optimisation des ressources critiques. Il s'agit de cartographier les capacités internes, d'identifier les dépendances sensibles et d'établir des protocoles de continuité. Le critère d'évaluation est la capacité à maintenir l'activité lorsqu'un maillon ralentit, non le volume absolu d'investissement. La troisième étape vise l'harmonisation de la communication interne. Les procédures sont clarifiées, les responsabilités précisées et les formations recentrées sur la lecture des signaux faibles. L'efficacité se juge à la cohérence des décisions prises par des unités différentes face à des informations similaires. Une quatrième étape peut intégrer des coopérations techniques techniques ciblées. Sans multiplier les partenariats, certains outils et standards sont mutualisés et des exercices conjoints sont programmés. Le succès se lie dans la compatibilité opérationnelle et la fluidité des échanges. Enfin, une évaluation périodique ajuste l'ensemble. Des audits réguliers comparent les écarts résiduels à la ligne de base initiale et intègrent les corrections sans rupture. Cette feuille de route ne promet pas l'absence de pression. Elle construit une capacité d'absorption durable où la résistance associée à Ibrahim Traoré relève de la continuité méthodologique plutôt que de la réaction immédiate. En revenant au motif discret du départ, celui d'un petit groupe d'officiers observant, notant et attendant, l'ensemble du récit prend une tonalité différente. Il ne s'agissait pas d'une affaire spectaculaire, mais d'une accumulation patiente. Chaque déplacement consigné, chaque flux comparé, chaque seuil réévalué a contribué à transformer une anomalie mineure en apprentissage durable. Le fil conducteur n'est ni l'interpellation, ni la tentative avortée, mais la manière dont un système apprend en marchant. Dans cette continuité, le nom d'Ibrahim Traoré cesse d'être un point de tension personnalisé. Il devient un repère fonctionnel, une position autour de laquelle les pressions extérieures cherchent à s'organiser, non parce qu'elles provoquent, mais parce qu'elles structurent un équilibre que d'autres tentent d'infléchir. La résistance observée ne se lie pas dans un geste isolé. Elle s'inscrit dans la constance des procédures, la discipline analytique et le refus de conclure sous l'effet de signaux dispersés. L'enseignement central tient en peu de mots. La solidité d'un dispositif ne vient pas des chocs visibles, mais de la cohérence avec laquelle il relie ses micro-décisions. Lorsque cette cohérence existe, la pression ne disparaît pas, mais son impact se trouve contenu. Et l'idée peut se résumer ainsi. Ce n'est pas l'événement qui fait la force, c'est la méthode qui la construit. À la fin de ce parcours, rien n'appelle un verdict rapide. Les éléments présentés, chiffres limités, procédures décrites, enchaînement prudent, dessinent un cadre plutôt qu'une conclusion. Ils montrent comment un système réagit lorsqu'il est soumis à des pressions discrètes, continues, parfois invisibles,
et comment la compréhension progresse par comparaison patiente plutôt que par révélation soudaine. Lire ainsi, c'est accepter l'incertitude contrôlée et privilégier la méthode sur l'émotion. Cette mise en perspective invite à situer plutôt qu'à trancher, situer un événement dans une chronologie, situer un chiffre par rapport à sa ligne de base, situer une figure, y compris Ibrahim Traoré, non dans un récit personnalisé, mais dans une architecture plus large où certaines positions deviennent des points de pression récurrents. C'est à cette condition que le débat gagne en qualité. Discuter des seuils, des procédures et des leviers plutôt que des intentions supposées. La discussion peut alors s'ouvrir sereinement. Qu'est-ce qui vous paraît le plus déterminant à observer à l'avenir? La discipline des comparaisons, la coordination des acteurs ou la capacité d'un système à apprendre de ces micro-écarts?